professeur Laïla Hamzaoui de l'Université Ottawa, professeur Fawzi Trib de l'Université Silmanal et M. Karim Mahias, le CEO et le fondateur de Netcom Tunisia. On va traiter du sujet du rôle de la digitalisation dans le développement économique aujourd'hui. C'est un sujet très important. Certes, il est traité avant par des autres, mais je crois qu'il n'est pas encore suffisamment traité. Je salue encore l'équipe de l'UTC qui a contribué à la concrétisation de ce webinaire et bien sûr la technologie de Google Meet qui facilite notre rencontre. Alors, bienvenue nos chers participants. Hello everyone. Et voilà, dernière fois, toute question sera laissée à la fin des interventions. Sinon, nous allons commencer avec notre premier invité, professeur Fawzi Trib, qui va traiter le sujet de l'évolution de la communication marketing. À vous la parole, monsieur Fawzi. Monsieur Fawzi, vous pouvez activer votre micro. Voilà. Alors, j'ai dit donc très honoré d'être parmi vous. Voilà, je vais partager. Voilà, donc j'ai voulu aujourd'hui partager avec vous cette communication sur l'évolution du mix de communication. Donc c'est dans le cadre des cours que j'enseigne à la fac. Donc j'enseigne la communication marketing, j'enseigne le média planning. Donc juste un rappel sur mon expérience. Donc je suis dans la communication depuis 1993. En 95, j'étais chef de publicité de Coca-Cola Tunisie et jusqu'à l'année 2000. Ensuite, j'ai rejoint la faculté en tant qu'assistant et puis j'ai évolué, mais je suis resté consultant en communication et en marketing. Je suis aussi formateur auprès des banques sur les thématiques de la communication et la négociation. Donc, l'évolution ici du mix. Donc, certainement, j'ai devant moi un public senior. Donc, j'ai cru que j'aurais des étudiants comme public. Donc, voilà. Donc, j'ai préparé des questions. Donc, certainement, quels sont les termes et les mots concepts qui ont émergé depuis 20 ans, puisque c'est déjà la digitalisation à travers le monde, mais aussi en Tunisie. Donc là, j'ouvre un tout petit peu le débat. Donc moi, en 1995, j'étais donc chef de publicité des produits de Coca-Cola. Croyez-moi, les mots que je vais vous présenter après, je ne les avais pas. C'était trop simple pour nous. Il y avait les médias, il y avait le média planning, donc il y avait la télévision, la radio, l'affichage, la presse, et puis il y avait les promotions, etc., etc. Donc c'était trop classique. Mais aujourd'hui, donc il y a des termes qui ont émergé, donc tels que le reach, le lead, etc. Donc est-ce que vous pouvez interagir avec moi? Bien sûr, c'est ça aussi, bien sûr. J'ouvre le débat. Donc, quels sont les mots, les nouveaux qui n'existaient pas il y a 20 ans? Par rapport à la digitalisation? Oui, la communication et la digitalisation, le marketing, etc. Puisque je suis dans le domaine, alors je vais dire cyber customer, online communication, ou bien la communication en ligne, la communication digitale, réseaux sociaux. Je vais citer tout le monde. Le géofencing. D'accord, les réseaux sociaux par Madame Hegel. Le géofencing. Les géofencing, ok. Internet, Facebook, Twitter, Instagram. Je vais citer tous les mots, je crois, si ça me dit.
Siva aussi encore avec nous, j'espère. À chaque fois, donc, il y a une évolution énorme dans ce sens. Donc, les clés d'efficacité de la communication marketing, ils n'ont pas globalement changé. Donc, là, il y a toujours la qualité de message, le mix de communication, l'intégration et bien sûr les études. Donc là, c'est classique. Donc, on a les questions de base concernant donc, le plan de communication. Donc, qui fait quoi, qui dit quoi, à qui, avec quel effet. Bon, certainement, ce que je vais traiter, c'est le où, le quand et le comment, c'est-à-dire le mix de communication. Ici, c'est le schéma de la stratégie de communication. Généralement, donc, il y a quelques petits changements, on va dire, mais globalement, l'ossature est la même. Donc, plutôt que de parler de créativité, on parle de contenu. Et le mix de communication va parler du modèle Peso, etc., etc. Alors, donc ça, c'est les modes de communication. Donc, classique, donc B2B, B2C, la stratégie pull et push. On va voir qu'il y a eu des changements au niveau donc, de ces concepts-là. Donc, et bien sûr, la communication reliée. Donc, on va en parler avant de leader d'opinion. Aujourd'hui, on parle d'influenceurs. Vous voyez, il y a beaucoup de changements même, mais le cœur donc et les mécanismes de la communication restent les mêmes, mais il y a quelques changements au niveau donc, de ces concepts. Donc là, c'est les stratégies push et pull classiques. Donc, on va aujourd'hui comment on cite ces stratégies-là. C'est plutôt donc on va parler d'inbound marketing et d'outbound marketing. Donc c'est ces deux concepts nouveaux. Donc vous voyez déjà ici, il y a une évolution énorme. Ici, donc les types de contenu au format de message. Là aussi, donc avant, c'était le spot télé, spot radio, affichage, annonce presse et spot cinéma. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a une panoplie de formats de communication ou bien de formats de message, donc qui ont été permis à travers, on va dire, cette constellation d'outils de communication au niveau du digital. Donc, mais toutefois, donc, les classiques restent d'actualité. Quels sont les acteurs de la communication? Il y a aussi des changements. Donc, avant, c'était donc la relation classique entre annonceurs et agence de com. Donc, j'étais avant dans l'agence Impact Publicis. Donc c'était une agence à service complet, on dit. Donc, les années 90, une agence faisait tout. Donc, on sous-traitait tout donc, de l'annonceur. Mais petit à petit, il y a eu des évolutions et il y a eu l'émergence d'autres acteurs. Moi, je parle de la Tunisie. Hein. Donc, ici, par exemple, les agences médias. Je crois qu'on a un problème avec le réseau chez M. Fauzi. Chez Fauzi. Oui. Je crois qu'il y a un problème de réseau, alors on ne suit pas la présentation. Pardon, je répète. Exactement. Si vous pouvez remettre la présentation pour qu'on peut le suivre. Ah, d'accord. Voilà. Excusez-moi. Donc, ça te coupure. Exactement. C'est pas grave. Encore 10 minutes pour votre présentation. Alors, on peut. Est-ce que vous voyez donc la présentation? Non, non, malheureusement non. Je dois. Excusez-moi, donc je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, c'est clair. Qu'est-ce que je fais? Ça va. 2 secondes. Donc, j'arrête la présentation.
pas grave. En tout cas, voilà un des échecs de la technologie ou bien de la digitalisation. Alors, Sifa Fawzi, vous êtes avec nous? Monsieur Fawzi? Un petit problème d'un. Monsieur Fawzi. D'accord. Entre-temps, alors, Monsieur Fawzi a parlé de la communication classique, quoi, et le transfert, quoi, de la communication. On voit qu'il y a des nouveaux mots comme la digitalisation, la communication en ligne, mais quand même, ce changement, c'était pas face à la stratégie elle-même, mais quand même, on a introduit des nouvelles variables et des nouveaux termes, quoi. Alors, je crois que M. Fawzi a un petit problème. Sinon, on passe à Madame Laila, entre-temps. Professeur Laila. Bonsoir. Donc, voilà. Technique. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, arrive. Hein. Donc voilà, j'étais là. Donc, vous suivez? Oui, oui, oui. C'est OK? D'accord. On suit, Monsieur Fawzi. Ben. Alors, donc, il y a eu beaucoup de changements au niveau des acteurs de la communication en Tunisie. Déjà, dans les années 2000, après les années 2000, il y a eu l'émergence de beaucoup d'agences, agences médias, régies d'espace. Il y a eu une évolution énorme au niveau donc, des médias. On avait avant quelques chaînes TV, quelques chaînes radio. Nous avions une cinquantaine donc, de titres presse et magazines. Nous avions, dans les années 70, par exemple, un seul afficheur, c'était Promovante. Ensuite, il y a eu développement de beaucoup de régies d'affichage. Et après, donc, des années 2000, il y a eu le boom donc, de l'affichage en Tunisie. Ça, c'est au niveau donc, des médias. Aussi, au niveau de leurs médias, il y a eu évolution, et ça à partir des années 2000, puisqu'il y a eu le lancement de beaucoup de sociétés spécialisées. Donc, comme j'ai dit, avant les années 2000, dans les années 90, l'agence de pub donc, était une agence à service complet. Donc, c'est-à-dire, on faisait tout. Moi, en tant que chef de pub avant avec Coca-Cola, je faisais tout. Les études, on faisait les PLV, les animations point de vente. Donc, en tant que chef de pub, je faisais tout. Et petit à petit, il y a eu ces spécialisations. Donc, à partir des années 2000, 2010, il y a eu donc des sociétés qui se spécialisaient dans l'affichage mobile, par exemple, la société Mediabus. Il y a eu les sociétés qui se spécialisaient dans l'événementiel ou bien le marketing opérationnel, tel que Déclic, etc., etc. Donc, il y a eu ce mouvement-là. Ensuite, bien sûr, après les années 2000, 2005, 2010, apparaissaient donc les sociétés spécialisées donc, dans le digital. Donc, il y avait bien sûr les médias digitaux et les agences qui se spécialisent. Il y a aussi un boom de ces sociétés-là. Donc, vous voyez, donc, les acteurs de communication donc, se composent en trois groupes, on va dire. Donc, les médias et les régies, le hors-média et les spécialisations, et puis les agences digitales. D'accord? En plus, bien sûr, le rôle des agences de pub reste bien sûr toujours important. D'accord. C'est OK? Oui.
OK. Donc là, à travers mes recherches, bien sûr, académiques, donc je suis en train donc de réaliser donc un ouvrage. Bon, ça, c'est une partie de mon ouvrage sur le mix de communication, donc sur l'évolution, bien sûr, des moyens et des canaux de communication à travers l'histoire. Donc, certainement, vous connaissez, vous êtes donc des spécialistes. Donc, on a commencé dès l'Antiquité avec des moyens de communication basiques. Donc, c'était l'écrieur, donc, et l'affichage classique, c'est des sculptures principalement, ou bien l'affichage mural. Après, au niveau du Moyen Âge, il y a eu donc le print et l'impression. Ensuite, le cinéma, la télévision, la radio dans les années 2020. Ensuite, Internet dans les années 90. Et là, vous voyez, donc, depuis 30 ans, il y a eu donc une explosion donc, des moyens de communication. Et là, comme vous voyez, donc, on est passé donc, de l'Internet, web.1, etc., les réseaux sociaux, le mobile, etc. Donc, il y a eu pas mal donc, de changements et d'évolutions. Donc, la première bannière web, c'était aux États-Unis dans les années 1994. Donc, c'était les premières formes donc, de communication comme vous connaissez. Donc. Et puis, aujourd'hui, donc, on a une panoplie, une constellation donc, de moyens qu'on ne peut pas, bien sûr, citer aujourd'hui. Donc, ici, quelques schémas que j'ai trouvés donc, qui retracent l'évolution des dépenses de communication. Donc, vous voyez bien ici, c'était le print, le papier, donc l'impression, donc c'était l'affichage et la presse, donc les années ici. Donc, vous voyez donc évolution et puis depuis donc plus. Donc, je vais vous montrer ensuite après donc la presse est vraiment donc dans des conditions dramatiques. L'audiovisuel, il résiste un tout petit peu avec la télévision. Et là, bien sûr, à travers les années 90, le digital, on va voir en plus des détails avec d'autres schémas. Là aussi, un autre schéma qui montre l'évolution des canaux de communication, que ce soit médias classiques ou digital. Donc, vous voyez ici donc, la télévision. Donc, ici, donc, la presse, vous voyez, donc, c'est celle qui a eu les effets négatifs les plus importants. C'est bon? Vous suivez? Oui, monsieur Fauzi. Ouais, ben, prof, là. Voilà. Non, ça va. Ouais. Le silence, là. Ben, et puis, voilà, donc, l'évolution ici du search, donc ici, donc, le référencement. Donc, ici, les médias sociaux. Donc, ici, le e-commerce. Ici, donc, la vidéo, donc, qui est très, très importante. Le cinéma aussi, bon, il est stable, mais regresse un tout petit peu. Et à la fin, donc, les magazines, en plus de la presse, qui diminue. Ici, c'est un schéma qui retrace. J'ai fait donc beaucoup de recherches pour avoir donc, ces données-là en Tunisie. Donc, là, c'est l'évolution des dépenses publicitaires, c'est-à-dire les médias classiques, les 5 médias, donc télé, radio, presse, affichage et cinéma. Donc ici, dans les années 1974, c'était moins que 1 million de dinars, donc c'était 600 millions. Et puis évolution jusqu'à aujourd'hui, et là, 235 milliards de millimètres tunisiens. Donc c'est trop peu en fait, mais voilà, il y a une évolution. Mais ici, depuis donc, les années 2000, on va dire 2014, ça stagne un tout petit peu avec des variantes de 30, de 20, etc. Donc, il n'y a pas eu donc ici une continuité dans l'évolution. Donc, certainement ici, avec le Covid, il y a eu une diminution de moins 13% ici, donc dans les années 2020. Ici, c'est la tendance évolution générale entre médias
hors médias et moyens digitaux. Donc, c'est la tendance ici, même aux États-Unis, en France, etc. Donc, dans les années 70, donc les médias, c'était 60%, le hors média, 40%. Évolution maintenant, donc c'est le hors média qui l'emporte. Ensuite, les médias qui diminuent globalement, mais la télévision, c'est la seule qui résiste. Et puis, ici, donc, évolution des médias digitaux, comme on a montré tout à l'heure. Le mix de communication de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut choisir? Donc, c'est donc la communication interne et externe. Donc, au niveau de l'interne, c'est la communication offline et online. Donc, ici, il y a les nouvelles formes intranet, emailing, mobile, réseaux sociaux. Donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, les formes de communication classiques telles que le corporate, le financier, le recrutement, le social, ça, c'est classique. Mais au niveau donc du mix de communication commerciale au marketing, produits et marques, donc là, il y a eu une évolution. Donc ici, il y a les médias, les 5 médias de base, leurs médias, et puis dans l'émergence du digital, comme on va voir avec le schéma qui est plus détaillé. Là, on va montrer donc les 3 groupes donc, de médias, les médias classiques, donc les 5 médias, les médias digitaux, donc c'est presque dans l'ordre de l'importance, donc le search, donc le display, donc le emailing, les bannières, la publicité mobile, donc les réseaux sociaux, le pop-up, donc les publicités sur les blogs, marketing de contenu, etc. Le hors média, c'est les classiques. Le marketing direct, bien sûr, qu'utilise aujourd'hui le marketing direct, c'est une bonne partie, c'est le digital. Le sponsoring, on va voir aussi, qui a migré vers le e-sponsoring. Et même le sport, il a migré vers le e-sport. On va voir avec des schémas. Donc, le mécénat, les PLV, etc., etc. Ça, c'est un schéma très important donc, de l'évolution du mix et de l'importance relative de chaque groupe. Donc, dans les années donc, 70, donc, c'était les médias qui sont les plus importants. Donc, il y avait seulement médias hors médias. Ensuite, c'est le média qui s'est développé au détriment des médias. Dans les années 91-94, donc l'émergence d'Internet, mais c'était timide. Ça, c'est en Tunisie. Hein. Dans les années... Monsieur Fawzi, pardon. Alors, il vous reste 3 minutes. Voilà, je termine avec ça. D'accord, parfait. C'est le schéma le plus complet. Donc, ensuite, vous voyez, donc c'est clair l'évolution. Donc, avec Internet, dans les années 90, les années 2000, Internet prend de l'importance, mais les médias et les hors-médias ne diminuent pas. Dans les années 2004, il y a l'intégration de la notion donc, du modèle POEM, c'est les médias donc gagner, payer et posséder. Donc, dans les années 2000, l'émergence du mobile, de la communication mobile, et l'importance relative de l'Internet qui s'intensifie. Dans les années 2014, il y a eu la proposition donc, du modèle PESO, donc c'est Paid, Owned, Earned and Shared Media. Donc ça, c'est qui est principalement pour le B2B, mais toutefois qui est adapté par beaucoup de sociétés en B2C. Donc ça, c'est donc le modèle PESO donc en détail, donc puisqu'on n'a pas le temps donc de le voir. Donc c'est les médias détenus, owned, donc c'est-à-dire qui sont possédés par l'entreprise, c'est les sites web de l'entreprise, les réseaux sociaux, le blog, etc. Détenus et possédés, contrôlés par l'entreprise, ici payés, et on trouve ici donc la publicité donc classique et le hors média, tout ce qu'on paye, mais aussi tout ce qui est payant sur Internet. Voilà, donc le hors média, les médias, donc ici la notion, donc ici l'évolution, vous voyez, tout ce que je montre, j'essaye de trouver
plusieurs indications sur l'évolution dans le temps. Donc ici, à partir des années 2020, donc la évolution plus ou moins importante. Et puis, ici, vous voyez, le bleu, c'est l'importance et le pourcentage, la part relative d'Internet qui arrive en 2020 à 57%. Vous voyez ici, donc de l'ensemble de la communication. Ici, ça montre la régression de recettes publicitaires de la presse imprimée. Vous voyez, donc c'est terrible pour les journaux et les magazines. Ici, pour la télévision, bon, ça diminue un tout petit peu, mais ça résiste jusqu'à présent. Internet, ici, donc le marketing digital, ça, c'est les leviers du digital marketing. Et on retrouve donc les blogs, le display, le web, donc le marketing mobile, l'inbound marketing, marketing automation, etc. D'accord. Le site web reste bien sûr l'élément clé de toute stratégie, digitale. Ici, quelques évolutions et ça montre donc le rouge, donc c'est les réseaux sociaux qui l'emportent par rapport aux autres formes donc, de communication. Ici, ça montre l'évolution importante du mobile par rapport au desktop, donc au PC. Donc là aussi, évolution. Ici, donc, c'est l'évolution et l'inventivité au niveau des réseaux sociaux, donc à partir des années 1990 jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous êtes certainement au courant de tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, donc Facebook l'emporte de loin, donc avec ces quelques réseaux que vous connaissez tous. Donc, quelques exemples. Ici, donc, je vais vous parler aussi de l'inbound marketing. D'accord. Ici, et voilà, je termine avec ça. Hein? Merci. Quelques informations donc, sur l'évolution de la communication. J'ai essayé d'être succinct et bref sur ces données-là. Merci à vous. Merci beaucoup, cher professeur. Passons à notre second invité, professeur Laila Hamzaoui. Alors, du communication classique vers la communication digitale ou bien le marketing digital, quelle est votre opinion et quels sont les défis du modèle tunisien ou bien comment le comportement des consommateurs a changé? À vous la parole, professeur Laila. Merci Nadj, je vais donc partager avec vous mon écran. D'accord. Voilà, ça devrait fonctionner. Parfait. Voilà, vous le voyez en plein écran? Oui, c'est très clair. Parfait, très bien. Merci encore pour cette opportunité. Et puis, donc, juste pour dire aussi que je suis à l'école de gestion de Telfer, qui est à l'Université d'Ottawa depuis pas mal d'années. Mais j'ai tout d'abord commencé à enseigner à l'IHEC Carthage, à l'IZCOM, Subcom de Haï El Razela, pour après enseigner à l'ESSEC à Paris, puis HEC Montréal. Et puis, je suis arrivée à l'Université d'Ottawa où je suis restée. Je suis d'ailleurs une collègue de Semir Saadi qui est présent aussi aujourd'hui. Et voilà, donc je travaille essentiellement en termes de recherche et d'enseignement sur le comportement du consommateur et le marketing international. Je m'intéresse aussi à tout ce qui est produits bio et produits recyclés. Et donc, comment amener les consommateurs petit à petit vers un changement dans leur consommation pour une consommation plus sociale et responsable. Donc, voilà un peu sur quoi je travaille. Je travaille aussi sur le nation branding. Donc, comment utiliser en fait les outils de gestion de marque pour gérer en fait pratiquement un pays comme je dirais, comme une marque, du fait que on veut promouvoir les exportations, on veut promouvoir les produits locaux, le tourisme ou encore promouvoir le pays pour attirer des investissements. Donc, finalement, il y a de la gestion qui se fait. Donc, voilà un peu mes aires de recherche, mais le centre reste toujours le comportement du consommateur. Alors, ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est effectivement un peu deux parties. D'abord, ce que l'on a vu se passer compte tenu de la crise du Covid. Et donc, comment est-ce que, en fait, ça a eu un effet accélérateur
consommateurs sur la digitalisation, sur les achats en ligne. Et donc, quelque part, c'est un très bon moment pour capitaliser là-dessus. Et donc, j'ai rassemblé quelques chiffres, en fait, en essayant d'être aussi global que possible au niveau des chiffres. Donc ça, c'est une étude de KPMG sur à peu près 12 000 consommateurs dans 12 pays qui a montré, en fait, post-crise, qu'est-ce qui a essentiellement changé? Alors, le premier élément, bien sûr, c'est la contrainte financière. Et je pense que ça, on va en parler plus tard en parlant des freins, notamment aussi de la digitalisation. Le deuxième aspect, ça a été effectivement une avancée sur le digital et les technologies, mais aussi du point de vue du consommateur, un consommateur plus attentif et plus sélectif. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne suffit pas de digitaliser pour aller les chercher. Il y a eu un changement un peu au niveau des attentes des consommateurs qui révisent leurs valeurs, révisent leur budget et révisent un peu souvent qu'est-ce qu'il y a derrière les produits, les entreprises et les marques auprès de qui elles achètent. Mais ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est surtout cette avancée. Donc, quels sont les parcours digitaux et comment est-ce que ces canaux sont de plus en plus utilisés. Plus concrètement, si on regarde les raisons, qu'est-ce qui est important dans la prise de décision, vous voyez que clairement, donc c'est, et je les ai remis ici, le rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la valeur du produit, la fonctionnalité du produit pour ce que l'on dépense va compter, mais l'expérience achat, et on va y revenir beaucoup, c'est effectivement cette expérience, comment se passe mon achat du moment où je cherche jusqu'au moment où j'acquiers le produit. Et on sait que cette expérience client, cette expérience achat a un impact sur la relation future avec les entreprises ou les marques que l'on achète. Et enfin, la confiance dans la marque. Donc, ce sont deux aspects, je pense, que l'on va retrouver ici. C'est l'expérience achat, qu'elle soit digitale ou mixte, et la confiance envers la marque et donc ce que va apporter justement la marque. Deuxième élément important, si on regarde encore une fois selon cette étude comment ça se passe avant et après Covid dans le comportement des consommateurs, vous voyez ici qu'effectivement ils ont tourné beaucoup plus sur l'utilisation des sites web et des applications. Vous voyez que l'utilisation des applications a doublé. Et vous voyez à droite les tranches d'âge qui sont les plus concernées. Comme on s'attend, ça va de 18 à 44 ans de manière générale. Mais en termes de communication, pour continuer sur ce qu'a dit Sifauzi, vous voyez qu'ici aussi, il y a complètement un changement dans tout ce qui est notamment médias sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est les community-based support websites. C'est qu'on voit arriver de plus en plus de sites qui sont pour justement supporter la communauté, supporter les achats locaux et qui sont des sources justement d'informations que les consommateurs utilisent de plus en plus. Donc, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'on va beaucoup plus parler du parcours client, de l'expérience client, qui est une combinaison finalement entre ce qui se fait offline, donc avec les moyens plus traditionnels, et ce qui se fait justement online. Et ce fameux parcours client, cette expérience client est un enjeu stratégique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un critère d'évaluation. Votre expérience vécue va vous faire évaluer la marque en tant que telle et donc va jouer sur votre notoriété. Et on sait aussi que cette expérience client ou même juste l'expérience en ligne va influencer votre relation avec la marque dans le temps. Donc, il est très important quelque part avec justement notre souci de digitaliser un peu plus notre commerce, de repenser cette expérience client, sur quoi elle est basée, et peut-être que je dirais des sources ou des opportunités à regarder de plus près, c'est justement cet aspect communautaire du shopping en ligne, vu qu'on veut pousser les achats locaux, et l'expérience omnicanale, et je vais y revenir tout à l'heure, une expérience omnicanale qui serait vraiment très positive. Alors, on en est encore à parler de digitalisation. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a des chatbots de plus en plus évolués, ceux qui sont anthropomorphiques, que certains d'entre vous connaissent très bien, et ce que l'on sait, c'est que le client veut à la fois du online, sans contact, rapide, mais veut garder une dimension humaine dans un espace qui est dématérialisé. Mais on va encore plus loin aujourd'hui, il y a le commerce vocal et on se rend compte qu'en Amérique du Nord, 32% des 16-20 ans font appel à la commande vocale sur leur cellulaire pour acheter, et Domino Pizza
c'est déjà adapté puisqu'elle permet de passer toute la commande, de faire toute son expérience d'achat simplement par la voix. La recherche par image aujourd'hui aussi connaît très grosse évolution et on s'attend à ce que ce soit qu'elle accapare un pourcentage dans le comportement du consommateur de plus en plus important, surtout dans les tranches d'âge, bien sûr les plus jeunes. Donc, voilà pour ce côté relation client. D'un point de vue plus concret, et ça c'est surtout sur des chiffres, je dirais, canadiens, c'est que suite à la Covid, on veut des transactions sans contact. Donc, on est prêt à payer sans argent comptant, sans avoir à avoir des personnes et utiliser beaucoup plus les services à domicile. C'est ce qui a beaucoup augmenté au courant de cette crise. Et donc, concrètement, deux aspects sur lesquels on va pouvoir réfléchir pour notre débat d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on recherche une expérience client fluide, c'est-à-dire quelque chose qui se fasse dans une attente tout à fait raisonnable, et on veut une expérience client qui est sécuritaire. Alors, sécuritaire, point de vue, on va dire Covid encore, puisque ça n'est pas fini, mais sécuritaire aussi, surtout parce que on veut revenir à des marques qui apportent quelque chose de sûr. Donc, on rejoue sur la confiance, on rejoue sur des produits qui ont une certaine valeur, qui répondent à nos attentes et qui nous apportent une solution. Et donc, ce que l'on voit, c'est que, par exemple, donc les comportements ont changé puisque aujourd'hui, 41% des Canadiens qui étaient réfractaires à même faire leur épicerie en ligne, donc acheter tout ce qu'ils achètent pour leur utilisation quotidienne, ont complètement adhéré à ça. Donc, il y a un shift certain qui s'est fait, mais en conclusion, finalement, on veut quelque chose qui est simple, on veut quelque chose qui est digital, et ça va faire partie désormais, en fait, de ce fameux parcours client. Et l'autre point important à voir ici, c'est que on n'a pas besoin de digitaliser à 100%, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de vouloir rendre nos consommateurs des acheteurs en ligne à 100%. Au contraire, on se rend compte que le magasin physique et la plateforme en ligne font partie d'un même écosystème aujourd'hui. Et je pense que c'est ce qu'on va pouvoir appliquer ou en tout cas utiliser pour la réflexion pour la digitalisation en Tunisie. Toujours pour vous donner quelques autres chiffres, est-ce que le commerce électronique est devenu la norme ? Il a pris de la place. Les chiffres que vous avez en haut à gauche, donc c'est Statistique Canada. Alors, de 2019 à 2020, ça a bondi de 111%. Ça ne veut pas dire que tout le monde est en ligne, que toutes les entreprises vendent en ligne. Et alors, j'ai mis quelques chiffres sur qu'est-ce qu'on a surtout acheté en ligne pendant cette pandémie. Et vous voyez un peu les chiffres. Mais ce que je pense est surtout important à regarder, c'est que si 77% des commerces, alors je prends la province du Québec, ont un site Internet, donc vous voyez que ça n'est pas 100% du commerce qu'il a, il n'y avait que 36% qui avaient un site transactionnel. Donc, qui permettait de faire des achats en ligne parce que ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de technologie derrière. Aujourd'hui, avec un an après la Covid, on est à 44%. Donc, vous voyez que d'un autre côté, il n'y a pas de quoi s'alarmer pour la digitalisation, je dirais, de la Tunisie et d'avoir des sites transactionnels. Beaucoup de pays sont encore loin là-dessus. Par contre, ce qu'il est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, la visibilité et la présence numérique est primordiale, d'où tous ces outils, encore une fois, que M. Fawzi a mentionné qu'il faut que les entreprises se mettent à utiliser, et l'omnicanal. Donc, de se dire, effectivement, de travailler sur une convergence entre les canaux que l'on a déjà. On est présent en magasin, on a nos propres magasins, mais aussi d'aller vers justement une combinaison et simplifier le processus. Donc, essayer de jouer sur les deux. Alors, pour revenir aux consommateurs, ce qu'il est important et qui va nous aider à comprendre l'importance de la digitalisation, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisation des médias dans une décision d'achat, vous voyez que les réseaux sociaux viennent en tête. C'est là où on va trouver des informations et c'est ce qui va nous influencer le plus dans nos décisions d'achat, puis les sites des détaillants, puis les comparateurs, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, beaucoup de choses, ou disons l'influence
la plus significative se fait à travers les réseaux sociaux sous toutes ses formes. Les entreprises, par rapport à ça, qu'est-ce qu'elles ont décidé de faire? C'est effectivement surtout de travailler sur des efforts de visibilité, donc une présence sur les réseaux sociaux, plus de marketing numérique, ajouter un volet transactionnel si elle n'en avait pas, et puis si elle en a les moyens, et puis inscription au panier bleu, j'en parlerai un peu après. Donc, vous voyez à peu près tout ce que l'on a essayé de faire, et ça va jusqu'à, par exemple, l'amélioration du processus de commande, etc., etc. Donc, voilà ce qu'a fait en réponse justement à ce qui se passe aujourd'hui et dans un effort de digitalisation les entreprises. Comment se sont ajustées les entreprises aussi? Alors, on essaye d'être plus rapide, plus personnalisé, plus innovant. On va utiliser le e-reservation, le click and collect, etc. Mais ça veut dire aussi beaucoup d'efforts d'un point de vue approvisionnement, modèle d'affaires. Et on se rend compte que ça demande de l'investissement en technologie, en exploitation, en approvisionnement. Et puis, encore une fois, des chiffres finalement qui font qu'on n'a pas besoin non plus de trop s'alarmer sur nos chiffres actuels en Tunisie. C'est qu'à l'échelle mondiale, donc c'est selon KPMG, 30% des chefs de direction estiment vraiment avoir progressé au cours des derniers mois dans la numérisation de leur exploitation, et seulement 17 considèrent qu'ils ont pu le faire au niveau de leur modèle d'affaires. Donc, ça prend du temps, ça prend des ressources, ça prend de l'énergie, ça prend de la créativité pour arriver à le faire. Et donc, pas tout le monde est, je dirais, complètement à jour là-dessus. Tout à fait. Par contre, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'avoir une application aujourd'hui est très importante. Alors, je ne vais pas tout relire, mais ce que l'on sait, c'est que les applications aujourd'hui ont un rôle central puisque c'est 90% du temps passé sur un smartphone et 85% des utilisateurs préfèrent les applications mobiles aux pages web. Donc, quelque part, juste pour reprendre un aspect, c'est qu'avoir une application, c'est très bien parce que ça va permettre justement de participer au parcours d'achat et probablement s'accaparer des consommateurs. Alors ça, c'est ma première partie sur le constat de où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Le deuxième volet que j'avais décidé de couvrir ici, c'est effectivement comment est-ce qu'on peut justement en faire bénéficier notre économie ou l'économie dans laquelle on est, justement à cause de cette crise et à cause ou grâce à la digitalisation qui s'est faite de plus en plus croissante. Alors, je voudrais vous montrer deux exemples différents. Le premier a été fait au niveau du Québec par le gouvernement en mettant en place une plateforme en ligne qui s'appelait le panier bleu, où tous les commerces, en fait, pouvaient s'inscrire pour proposer leurs produits. Et donc, il y a eu une très grande campagne publicitaire également et sur les médias sociaux. Si vous faites vos achats, faites des achats dans les magasins de la province, dans les commerces de la province. Alors, ça ne veut pas dire que ce sont des produits fabriqués au Québec, mais c'était au moins pour relancer le chiffre d'affaires des entreprises situées dans la province du Québec. Ça pouvait être même des produits éventuellement importés, mais vendus dans ces magasins. Et donc ça a été la première très grande initiative de la province pour relancer un peu tous les commerces de la province. Le deuxième est un peu différent, ça a été vraiment de pousser l'achat local et ça a été fait aussi dans la province du Québec. Donc, les aliments du Québec, tout ce qui pousse et qui est fabriqué au Québec, chaque entreprise pouvait donc s'inscrire à ce site pour proposer ses produits et donc on poussait les consommateurs à plutôt aller chercher ce qu'ils voulaient là-dessus, encore une fois pour encourager l'économie locale. Si le produit n'était pas à 100% ingrédients québécois, on pouvait appeler ça aliments préparés au Québec. Donc, on laissait quand même la possibilité à différentes entreprises de pouvoir prendre part et relancer l'économie locale. L'Ontario, qui est la province d'à côté, a fait la même chose. Et donc, sans pour autant tout vous lire. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a deux aspects si on veut aider l'économie locale avec la digitalisation notamment. La première, c'est que les entreprises ont un effort à faire en termes d'authenticité. Donc, les gens reviennent à des marques en lesquelles ils ont confiance. Il faut que la qualité soit au moins aussi bonne que toute autre chose qu'on pourrait avoir ailleurs. Et puis, on va essayer de retrouver nos valeurs. Et ce qui a beaucoup poussé les entreprises à aller vers ces sites communautaires, si je peux les appeler comme ça a été d'abord la transparence.
c'est-à-dire que toutes ces entreprises ont très vite montré ce qu'elles faisaient en temps de crise. Elles ont été bienveillantes. Montrer la bienveillance, c'est que on comprend ce qui se passe chez les autres, on comprend ce qui se passe au niveau des commerces, mais aussi des individus. Et on a essayé de soutenir autant que possible. Et enfin, la proximité, et c'est ce que je pense est un élément sur lequel on peut capitaliser, c'est surtout les racines locales et les retombées positives qui sont associées. Votre emploi, c'est mon emplette. Si j'achète, c'est votre emploi. Si vous achetez, c'est mon emploi qui reste. Donc, l'authenticité des marques est un peu au cœur, si vous voulez, peut-être d'aller relancer tout ce qui est achat local. Et en termes de tactiques que l'on a vu arriver, ça a été créer des communautés d'entreprises, partager les expériences sur les médias sociaux. On a vu aussi les essais virtuels sur le web parce qu'effectivement, on aime toucher, voir, et donc on a essayé d'aider le consommateur dans cette fameuse expérience client. On a essayé d'offrir des points sur les cartes de fidélité. Beaucoup de magasins en Tunisie ont des cartes de fidélité, ça pourrait être un élément. Sur les cartes de crédit, donc le système bancaire a beaucoup aidé, c'est-à-dire d'offrir une somme en crédit pour tant d'achats dans tant de magasins locaux. Et alors, quand même, à la clé, je reviens là-dessus, c'est la valeur perçue du produit que l'on voudrait acheter. Ils doivent être de même qualité que tout ce qu'on pourrait trouver ailleurs pour pouvoir quand même convaincre, si vous voulez, d'acheter par ce biais-là. Et puis enfin, sur le offline, alors je ne vais pas tout vous lire ici, mais j'ai mis des chiffres pour montrer la combinaison des deux. 56% des internautes se servent du mobile pour faire des recherches avant d'acheter un produit pour aller après dans le magasin. 46% des recherches sont faites pour trouver une entreprise locale. 70% des internautes qui achètent en ligne retirent leur colis après et ont tendance à faire des achats supplémentaires, donc ce qui est intéressant pour nous ici. Et donc, on se retrouve finalement avec une nouvelle stratégie du O2O. On peut faire du web to store, on peut faire du store to web. Et à mon avis, on est déjà pas mal parti sur des bases qui pourraient nous amener à continuer à faire évoluer le web to store. Donc, mettre en place un store locator si vous êtes une chaîne de magasins, par exemple. Google Business, optimiser son site, bien entendu, et utiliser les leviers de déplacement. On sait que beaucoup de Tunisiens sont sur les sites et sur leur mobile. Il y a beaucoup d'autres outils qui peuvent servir justement de levier de déplacement comme le stock locator, le click and collect, le geofencing, lancer une campagne quand la personne est dans le périmètre, si vous voulez, de votre marque, etc., etc. Et donc, pour en finir, j'ai pu trouver quelques chiffres sur la Tunisie en termes on va dire, de digital présence. Donc, on voit que sur 11 millions d'habitants, on a 17 millions de connexions mobiles. Aujourd'hui, ce sont des chiffres à janvier 2021. On a presque 8 millions d'utilisateurs Internet et on a 8 millions d'utilisateurs actifs sur les médias sociaux, ce qui est quand même énorme. L'évolution en un an a été de plus 5% en termes d'utilisateurs d'Internet par rapport à l'année dernière et plus 12% en termes d'activité sur les médias sociaux. Donc, on est quand même, je vais dire, bien actif. Pour vous montrer l'utilisation des médias sociaux, 8 millions d'active social media users en Tunisie. Et vous voyez qu'en termes de pourcentage total d'utilisation à travers le mobile, 97% des personnes connectées le font à travers leur mobile, d'où effectivement cette importance des applications sur le mobile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de ça, sachant qu'il y a quand même des contraintes qui sont, il y a 36% des Tunisiens qui ont un compte en banque, 7% qui ont une carte de crédit et 6% qui font des achats en ligne. Donc là, effectivement, on est encore loin, mais il y a des solutions. Il y a d'autres solutions intermédiaires et puis vous avez les chiffres par homme-femme ici que vous voyez, mais donc la moyenne est de 6% d'achats en ligne. Alors, par rapport à tout ça, que peut-on faire? Alors, la connectivité et tout ça, je la laisserai peut-être à Siahres tout à l'heure, et les facteurs financiers qui font partie, parce qu'on a une question de pouvoir d'achat aussi. Ça n'est pas la majorité des Tunisiens qui peuvent aller, même chez Carrefour, en magasin, acheter pour 2 semaines. Donc, il y a cet aspect financier. Mais du point de vue marque, et c'est sur là-dessus que je vais finir, c'est qu'il est important finalement peut-être de travailler à offrir un service omnicanal, fluide autant que possible, simple et transparent. Et à mon avis, les 2 premières
étapes sur lesquelles on pourrait travailler, c'est d'abord de digitaliser la présence des marques et la communauté des marques, donc dans un souci d'achats locaux, essayer de créer des initiatives, mais qu'elles soient gouvernementales, associatives ou autres, pour rendre beaucoup plus visibles nos marques tunisiennes. Et puis la deuxième étape serait de passer sur une digitalisation des achats en utilisant le off et online, et certaines plateformes le font déjà, pour plus tard passer vraiment à du transactionnel. Alors pour ça, deux phases, je dirais. La première est au niveau des entreprises. Il faut que le produit, quelle que soit votre démarche, ait une valeur perçue suffisamment haute au niveau du consommateur. Et cette authenticité, je ne vais pas tous les lire ici, mais il y a différentes façons de rendre sa marque plus authentique sur la mise en scène de son histoire, que ce soit de l'artisanat, de la sincérité, le savoir-faire local, la qualité, votre contrôle exigeant sur les ingrédients, je dirais, dans un contexte de contraintes financières, on revient à l'essentiel. Donc, votre produit doit être fonctionnel, d'accord? Et puis, montrer qu'effectivement, il y a des gens derrière tout ça, ou alors jouer la carte du développement durable si l'on peut, et puis offrir quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre de la rémunération, mais du conseil, de la proximité, par exemple. Et j'ai trouvé un site qui le fait déjà, qui est Senetna, où j'ai un peu regardé, effectivement, on mise justement sur l'artisanat, sur l'ancrage local pour des produits justement tunisiens. Et enfin, donc, pour finir… Pour des produits bio, Madame Leïla. Pardon? Pour des produits bio, à l'essentiel. Oui, alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. J'en ai d'autres ici. Je pense que la première phase serait vraiment d'aider à augmenter la présence en ligne. On sait que on a tellement de monde sur les médias sociaux et en ligne de manière générale. Ces entreprises se doivent d'être un peu plus présentes. Elles peuvent développer des activités sociales en ligne pour renforcer cette fameuse expérience client, mais surtout créer des communautés d'entreprises à l'échelle des villes, à l'échelle des régions, à l'échelle peut-être même nationale, et aller surtout, si on peut assurer une très bonne expérience client, d'aller partager ces expériences sur les médias sociaux. Donc, je pense que développer le on-offline serait une très belle source. On peut développer de nouvelles habitudes. Tous nos jeunes, et je dirais même les 18 à 55 ans, il serait assez logique de commencer avec eux, de développer des nouvelles habitudes, de cette transition entre chercher, commander, répertorier et comment je dirais, recommander des marques en ligne et aller les chercher en magasin ou trouver tout autre moyen pour construire cette expérience client. Par la suite, on va pouvoir effectivement aller beaucoup plus vers un site transactionnel et éventuellement une application mobile. Et donc, les derniers exemples que j'ai trouvés, alors on a Bazar.tn, on a Senetna, on a Mercado, on a Funa.com, qui tous justement utilisent déjà la commande en ligne et le paiement à livraison. Et je pense que c'est un très bon début pour aller chercher ces consommateurs et essayer de dynamiser en tout cas l'économie locale et utiliser la digitalisation pour aller relancer et aider justement l'économie de tous ces commerces en Tunisie. Donc, voilà à peu près les éléments que j'ai voulu couvrir. Et puis, je vous dis merci et puis surtout, magasiner local, comme on dit ici. Merci, professeur Leïla. Alors, tout le monde parle de la digitalisation, mais est-ce que adopter cette stratégie est facile? Monsieur Karim, à vous la parole. Monsieur Karim, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Non, cliquez sur le micro pour l'activer. Là, c'est bon? Très bien. Voilà. On écoute. Alors, à vous la parole, monsieur Karim. Écoutez, merci beaucoup déjà pour l'invitation. Moi, quand j'ai lu le titre, rôle de la digitalisation pour le développement économique. Donc, ayant participé à plusieurs projets de transformation digitale, donc je me suis mis sur un autre
créneau, hein, un secteur du digital qui n'est pas le marketing seulement. Comment on pourrait transformer des entreprises dans le digital. Et avant de continuer, Samahni, si on parle de digitalisation, on ne parle pas juste de marketing ou bien de communication. Hey, justement, la digitalisation, pour moi, enrichir le débat pour dire que digitalisation n'est pas simplement, ce n'est pas, je dis pas simplement, mais ce n'est pas du B2C et du e-commerce. Exactement. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, c'est une vraie disruption qui se passe dans le monde et que nous, enfin, dans mon entreprise, on essaye d'accompagner vers de vraies transformations, de nous adapter. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui si on se rend compte, et d'ailleurs, on va se retrouver, hein, parce que la partie web, mobile, accompagnement fait partie de cette transformation, mais moi, je voudrais revenir pour voir d'abord en Tunisie, qu'est-ce qui se passe dans le monde, où on en est aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il faudrait réellement pour que nos banques, nos assurances, nos compagnies, le secteur tertiaire se transforme réellement et ne se fait pas dépasser par de nouvelles entreprises qui sont en train de disrupter le monde. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'une des meilleures banques à Londres ne s'appelle pas BNP Paribas, ni ABN AMRO, ni ING, elle s'appelle Revolut. Donc, c'est des jeunes qui sont en train de disrupter le monde et de travailler sur essentiellement l'intelligence artificielle et sur le flux, le big data et les data, parce que la transformation, elle est là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis des années? Je vais essayer de l'expliquer en des termes simples. On est passé de l'industrie du stock, donc on est en train de produire, on fait des produits, on va sur le marché et on essaye de les vendre comme ce qu'on faisait traditionnellement. Bien sûr, les canaux ont changé. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, etc. Mais en réalité et en profondeur, les choses sont très différentes. Et on voit l'arrivée d'autres industries, justement, qui est en train de tout transformer. Ces industries, c'est ce qu'on appelle les industries de flux. C'est des industries où on retrouve des plateformes où on ne possède pas les produits. Je m'explique. Uber n'a pas de taxi. C'est le plus grand locataire de taxi dans le monde. Airbnb n'a pas ni d'hôtel, ni de moyens, enfin d'appartements. Et pourtant, c'est 4 fois la capitalisation de grands groupes comme Hyatt, etc. Donc, ces jeunes qui arrivent ont compris quelque chose. Netflix aussi, hein, on va parler de Netflix. Ils ont compris que les data, c'est l'avenir du monde. Et ils ont capté les data pour créer de nouveaux métiers. D'ailleurs, j'appelle l'université à regarder les nouveaux métiers. Cette industrie de flux, on capte les data et on met derrière, et ça, j'attire l'attention d'ailleurs de tous nos enseignants, que essentiellement, on travaille en mettant des algorithmes et de l'intelligence artificielle derrière ça, puisque quand on dit chatbot, quand on dit, c'est de l'intelligence artificielle et c'est des algorithmes qui sont en train de trouver les besoins et même de prédire ce qu'on va acheter demain. D'ailleurs, on se rend compte de plus en plus quand on utilise Amazon, quand on est sur Netflix, qu'on est vraiment là-haut. Il faut être clair, traqué. On sait combien de temps on met sur l'écran et qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce que nos amis ont vu pour prédire ce qu'on doit voir. Et c'est pour ça que moi je vois, on est de bons consommateurs d'ailleurs en Tunisie. Quand on est sur Netflix, ça y est, on est pris par Netflix et ça y est, on bouge plus. Et tout ça, on se rend pas compte hein, que ceux qui travaillent réellement
sur l'intelligence artificielle font en sorte qu'on ne quitte pas l'écran et qu'on est sur l'écran, et vous le voyez dans les générations Z pour les enfants, etc. Donc voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Il y a une vraie disruption qui se fait. Le passage des industries de stock vers une industrie de flux basée sur de nouveaux métiers. Alors, les nouveaux métiers, il faudrait les expliquer puisque je suis dans un environnement universitaire et d'ailleurs, je suis en train de préparer une conférence sur les nouveaux métiers. Alors, le métier le plus intéressant, d'après le Harvard Group, et moi, j'ai toujours orienté depuis quelques années, d'ailleurs mes enfants les premiers, sur ces métiers-là. C'est le métier des magiciens de data, c'est les data scientists. Les data scientists, c'est des gens qui ont des compétences mathématiques, des compétences de communication, mais aussi de l'informatique pour jouer avec les data et faire des prédictions et faire justement en sorte que ceux qui sont connectés soient réellement… D'abord, on utilise leurs données et on leur propose des choses qui correspondent essentiellement à leurs besoins. C'est le premier métier qui est recherché et ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut avoir beaucoup de compétences justement mathématiques et de développement. Il y a d'autres métiers comme le data analyst, c'est des gens qui font pas de prediction mais qui analysent les données, ça aussi. C'est des métiers importants. Il y a les data marketers. C'est des métiers aussi qui sont derrière les cookies pour chercher et être derrière. Il y a les architectes big data qui mettent les plateformes. Il y a les ingénieurs d'intelligence artificielle dans le machine learning, le deep learning, etc. Donc tout ça, c'est les nouveaux métiers de la nouvelle industrie qui se met en place et qui est l'industrie qui est en train de transformer le fond des métiers qu'on connaît, essentiellement les banques, les assurances, la distribution, la santé, etc. Donc, aujourd'hui, là où on est en train de travailler, c'est de dire comment accompagner ces transformations-là, comment faire en sorte que notre pays soit en phase et qu'on ne se retrouve pas avec une vingtaine de banques et tous font des petites applications mobiles où il y a des métiers de user experience, etc., qui ne sont pas pris en considération. Et vraiment, on se retrouve en train de numériser des papiers. Et en fait, ce n'est pas ça la digitalisation. Digitaliser, c'est changer le modèle économique, c'est repenser le modèle économique dans le cœur du métier. Et c'est pour ça qu'il y a de la disruption, il y a des gens qui arrivent et qui en général ne sont pas spécialistes. Alors j'attire l'attention que quand on arrive dans des secteurs, quand on attaque ces secteurs, en général, ce n'est pas des spécialistes de ce secteur-là. Ceux qui ont fait Uber ne sont pas des taxistes, ceux qui ont fait Airbnb n'ont pas fait d'études d'hospitality. C'est ça ce qui se passe dans le monde et qui est en train de faire bouger les choses. Donc, en Tunisie, on a du mal à expliquer. Et malheureusement, pas plus tard que ce matin, j'étais sur la chaîne Express FM pour parler de digital. Nous, on n'est pas en train réellement d'adopter ces technologies au fond de notre économie, puisqu'on parle du rôle de la digitalisation dans le développement économique. Le développement économique nécessite l'utilisation de nouvelles technologies. Et les nouvelles technologies, malheureusement en Tunisie, Inch'Allah, on arrivera à changer les choses, c'est que chaque technologie qui sort, il faut absolument qu'il y ait des lois. Il faut absolument qu'on arrive à comprendre. Aujourd'hui, si on parle blockchain, il y a une semaine, il y a un jeune qui a utilisé le Bitcoin qui était en prison parce que justement, il a utilisé le Bitcoin pour se faire payer. Donc, on a du mal, et moi, malheureusement, j'attire l'attention des universitaires aussi en Tunisie pour qu'on travaille dans la même direction parce qu'il faut préparer réellement la Tunisie du futur, de 2040. Et pour ça, ce n'est pas des choses qui sont simples. Et moi, en tant qu'entrepreneur,
quand je vais voir les clients, on a du mal à leur expliquer comment on va les transformer. Donc, je voudrais utiliser un exemple que j'ai fait l'année dernière avec une banque publique et on essaye de faire avancer les choses comme ça. C'est que pour transformer la banque, on m'a posé la question, on m'a dit, voilà, on va faire une transformation digitale. J'ai dit, OK. D'abord, il y a des lois de l'open banking et il faut qu'on adopte ces lois pour que la banque ouvre son système d'information aux startups, aux fintech, etc. Et qu'on arrive justement à proposer à travers ces startups de nouveaux services. Ensuite, en pensant un peu et en regardant autour de nous, j'ai vu un peu ce qui se passe en Asie. Parce que réellement, l'innovation est en train d'arriver d'Asie en ce moment. Elle n'est pas en train d'arriver de l'Europe, malheureusement. Et nous, on regarde trop l'Europe et on regarde aussi l'Amérique du Nord, même si l'Amérique du Nord, c'est de grandes entreprises qui sont en train aujourd'hui de mettre la main sur l'économie mondiale. Hein. Quand je parle des GAFA, etc., toutes nos données sont là-bas. Il faut être conscient aujourd'hui que eux pilotent le monde et qu'on veuille ou non, on est en train, et les États, on voit ce qu'a fait d'ailleurs Elon Musk sur la blockchain il y a quelques jours. C'est lui qui gère le marché, c'est une personne et ce n'est pas ni le chef de l'État ni les politiques qui font ça. Donc le monde est en train de changer et donc quand on m'a appelé dans cette banque, j'ai regardé un peu ce qui se passe en Asie et j'ai vu que je voudrais partager cet exemple avec vous, que la notion de banque 4.0 est une notion où la banque arrive à créer de la valeur pour ses clients. Alors comment? On a fait des missions, des ateliers pour faire du design thinking. Et qu'est-ce qu'on a fait dans ces ateliers? On a ramené les clients PME de la banque avec justement, on a expliqué ce que c'est l'innovation, l'open innovation, etc. Et on a ramené ensuite des startups pour mixer entre les deux, parce que c'est difficile de mettre de la génération, ma génération à moi, la génération X, avec la génération Y et avec la génération Z. Déjà, ils ne se comprennent pas très bien et qu'il faut vraiment accompagner cette transformation pour expliquer ce qu'est la technologie d'abord, ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est la blockchain en des termes simples, d'accord? Et expliquer ça aux PME. Et ensuite, ramener les startups, parce que sinon, les startups sont dans un autre monde. Hein. D'ailleurs, ils sont dans leur monde du 21e siècle. Mais nous, on a une économie. On a à peu près 260 hôtels fermés. On a des industries qui sont à la fin de leur vie, hein, où la robotisation va changer beaucoup de choses. On est sur une industrie à faible valeur ajoutée, hein, basée sur le textile, basée sur la sous-traitance, etc. Donc, je tiens à vous dire réellement, surtout vous, enseignants, que d'ici 15 ans, toute cette industrie et toute cette logique qui a été construite dans les années 80 en Tunisie va disparaître là, à cause de la robotisation, à cause des algorithmes. Quand on achète une usine aujourd'hui, on la jette avec ses robots, ses algorithmes et son intelligence artificielle pour une amélioration continue. Donc, le modèle économique sur lequel la Tunisie a été construite dans les années 80 va disparaître dans les prochaines années. Et voilà l'alerte. Aujourd'hui, si on ne repense pas notre économie pour aller vers la forte valeur ajoutée et mettre réellement les technologies comme les nanotechnologies, la biotechnologie, comme le numérique et comme les neurosciences, si on ne met pas ça, on sera out et on participera dans ce qui se passe dans le monde. Bien sûr, il y aura toujours l'agroalimentaire, on mangera toujours bio, on fera des choses, mais on sera un peu on produira des ingénieurs pour les donner à d'autres pays pour qu'ils créent de la valeur, mais on ne sera pas une économie acteur de ce qui se passe. Et on a encore beaucoup de chance. Moi, je dis, si le digital peut nous aider, il suffit qu'on soit aligné avec des décisions justement politiques pour qu'on arrive justement à aller et à mettre le cap sur de l'innovation et continuer à être sur la vague des pays qui peuvent vraiment apporter de la valeur avec le digital.
Donc voilà un peu ce que je voulais présenter globalement. Alors pour la banque, je reviens, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du design thinking, on a ramené des PME avec des startups et dans les discussions, la faculté des Tunisiens, moi j'admire beaucoup l'Afrique du Nord, là, et essentiellement les Tunisiens, on est très fort dans l'idéation, hein, on est toujours dans les idées, on est très fort, on est moins fort dans la mise en œuvre. Les Marocains sont meilleurs que nous, d'ailleurs ils viennent nous piquer les idées pour les mettre en œuvre chez eux, c'est très bien. Donc dans les idées, on est allé étudier qu'est-ce qui se passe. Et je tiens à donner quelques exemples pour dire que vous aussi, au niveau des universités, il faut aller vers le design thinking, ramener les jeunes et réfléchir. Où est le problème? Qu'est-ce qu'on peut résoudre comme problème? En ramenant les hôteliers, les agences de voyage et les startups, on a commencé à réfléchir et il s'est avéré que la Tunisie peut se positionner sur plusieurs secteurs. J'en donnerai un qui est flagrant aujourd'hui, on en parle puisque je veux que ce soit vraiment une destination. On s'est rendu compte que transformer ce pays et ces hôtels fermés, on en a, j'ai dit 260, en EHPAD pour personnes âgées, est un excellent secteur. Il est sorti des réflexions du design thinking qui ont été faites. Et d'ailleurs, je rappelle que le design thinking est sorti de Stanford et que c'est une méthode qui est partie d'une université privée. Donc, en ramenant la méthode de design thinking, on s'est rendu compte, et en respectant le process, on s'est rendu compte qu'il y a des idées qu'on peut faire sortir. Alors, j'utiliserai cette idée de EHPAD. Si on transforme 200 hôtels en EHPAD, c'est très clair. On devient un espace pour une Europe qui vieillit, pour venir passer pas seulement des vacances, mais savoir mourir et finir sa vie dans de bonnes conditions. Entre-temps, pour l'industrie tunisienne, on sortira du modèle d'un tourisme traditionnel basé sur le soleil, la plage, etc., ce qu'on a bien vendu dans les années 80, vers un tourisme qui est basé sur la valeur ajoutée et qui est très rentable, by the way, c'est très rentable, mais en plus, alors il y a quelque chose de caché qui est sorti justement des design thinking, c'est que en formant des infirmières pour les personnes âgées, on va orienter notre économie vers quelque chose où les robots et l'intelligence artificielle ne pourront pas prendre comme métier. C'est-à-dire, ils ne pourront pas remplacer, les robots ne pourront pas remplacer le métier de ces infirmières puisqu'il faut aujourd'hui et définitivement mettre le cap sur des métiers où la robotisation, l'intelligence artificielle n'aura pas d'impact. Et donc, voilà un exemple. Il y en a d'autres, mais je tiens toujours à parler de cet exemple et à faire en sorte qu'on crée un environnement et qu'on en parle tous pour justement faire en sorte que ce pays, au moins, rattrape le cap et assure un peu un avenir pour ces filles, justement, ces jeunes filles qui vont être là dans une dizaine d'années et où le textile ne sera pas, et les centres d'appel aussi d'ailleurs. Quand on dit chatbot, c'est de l'intelligence artificielle. Donc les 25 000 personnes des centres d'appel vont être robotisées et ces métiers vont disparaître. Donc, l'idée dans l'économie est comment utiliser le digital pour revenir au titre, comment utiliser le digital pour réfléchir une nouvelle économie. C'est justement ces réflexions-là qu'il faut emmener et voir pour une transformation de l'économie tunisienne en utilisant le digital comme levier. Donc voilà. Voilà, je crois que j'ai fait 20 minutes, 15 secondes. 20 minutes. Très bien, excellent job. S'il y a des questions et s'il y a à développer certaines choses, je terminerai par dire qu'il y a quand même 3 technologies dans le digital qui vont réellement transformer le monde les prochaines années. L'impression 3D, puisque l'impression 3D impactera 30% du PIB mondial. Tu as l'impression 3D, on va faire notre mode tout seul et personnalisé. La 5G, puisqu'elle va créer 22 millions d'emplois avec l'Internet des objets, les villes intelligentes, la voiture autonome, etc. Ça, c'est la 5G.
elle va arriver dans les 2 prochaines années en Tunisie et elle va transformer des métiers. Et bien sûr, l'intelligence artificielle qui va booster l'économie mondiale d'à peu près 15 000 milliards de dollars. Donc voilà un peu les vecteurs et les leviers de la transformation du digital et ce qu'elles vont faire pour les économies qui vont arriver. Merci. Merci à vous, Monsieur Kerim. Excellent presentation. Avec vous, on a besoin d'un autre webinaire, je crois. Sinon, alors, excellente présentation pour tous les invités. Merci bien. Juste un petit récap concernant la création de valeur et est-ce que la digitalisation est concernée juste par les entreprises et non pas les consommateurs. Si on parle de la création de valeur, on parle des résultats du travail entre analyse de B2B, le travail ou bien la collaboration entre les entreprises, les startups, les entrepreneurs, les accélérateurs via les design thinking et l'utilisation de l'artificial intelligence ou bien l'intelligence artificielle, et aussi bien partageons l'idée de M. Fawzi et Mme Laila concernant le B2C, le business to consumer, étudier le comportement du consommateur ou bien mettre un profiling des consommateurs pour délivrer le meilleur produit possible. Tout ça, mettre l'accent sur le rôle de la digitalisation, juste un moyen pour aider, juste pour avoir une stratégie claire dans la tête des managers ou bien des personnes concernées. Alors, j'ai quelques questions dans le chat, vite fait. Pour Monsieur Fawzi et Madame Laila, Ahmed il a dit est-ce que vous croyez que les clients ont apprécié l'achat en ligne durant le Covid? De manière globale ou en Tunisie spécifiquement? Non, sur le marché tunisien. Peut-être que Monsieur Fawzi peut répondre plus que moi, puisque je n'ai pas des données. Mais je peux imaginer que ils ont, en tout cas, ça a été l'occasion de passer au en ligne. Ce qui serait certain, c'est que les entreprises qui offrent du en ligne ont certainement fait des enquêtes pour voir quel a été le résultat et le degré de satisfaction et surtout capitaliser là-dessus pour améliorer l'offre et voir comment étendre cette digitalisation. C'est ce que je parle d'une manière générale. Oui, certainement. Je pense que les gens se sont rendus compte que c'était faisable. Ce que l'on a vu aussi, c'est que du coup, ça a permis aux gens d'aller chercher autre chose. Ils sont allés dans des magasins où ils sont jamais allés avant. Ils sont allés sur des sites qu'ils ont découverts. Et, ils ont adopté des nouvelles plateformes et donc ils ont appris d'autres manières de chercher, de magasiner, mais aussi d'interagir avec des gens. Ils ont acheté des nouvelles marques à 30% qu'ils ne connaissaient pas. Et ça me ramène un peu au fait que cette approche peut nous aider justement à aller chercher des marques que l'on a avec une très belle valeur ajoutée, que l'on ne connaît pas suffisamment, mais que peut-être la digitalisation pourrait aider justement à faire découvrir en fait. Exactement, Monsieur Fawzi. Oui, nous avons entamé une petite recherche sur les changements du comportement des Tunisiens, donc à travers une étude qualitative. Donc nous n'avons pas des chiffres, mais toutefois, donc les résultats de l'étude montrent globalement qu'il y a eu beaucoup d'essais. Enfin, il y a des gens qui n'ont jamais pensé à acheter sur Internet et qui ont commencé, qui ont fait leur premier achat. Ça, c'est quelque chose de très important qui est ressorti de notre recherche. Aussi au niveau donc du B2B, là aussi, même les entreprises se sont données donc à la digitalisation. Ils ont fait appel à des agences. Donc, je pense que c'est pas des chiffres, mais même les entreprises, les petites entreprises, les artisans, on a fait quelques études, ils sont mis à la digitalisation avec des pages Facebook, etc., avec quelques conseils d'ici et de là. Donc, non pas payés, mais avec des amis.
Donc, même moi, on me demande des conseils, comment je fais une page, vous voyez? Donc, il y a eu une dynamisation au niveau donc, des consommateurs. Donc, il y a eu le lancement de la poste tunisienne d'une application qui a marché quand même un tout petit peu. Même moi, donc, je l'ai utilisé, le D17. Je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Karim. Donc, le D17. Donc, c'est une application avec le paiement donc, en ligne, avec le QR code. Donc, ça, c'est intéressant. On n'a pas encore des statistiques sur la réussite. J'ai une étudiante qui est avec moi, donc, il m'a dit que ça va. Bon, mais il n'y a pas de chiffre exact. Hein. Donc, le paiement en ligne, c'est bon. Le paiement des factures, ça a augmenté. C'est pas l'achat. Hein. Donc, la vente en ligne a augmenté. Donc, avec principalement les artisans. Donc, vous voyez, donc, on a eu plein de pages Facebook, surtout en Tunisie, on est Facebook. Hein. Donc, en deuxième lieu, on est Instagram. Mais Facebook, donc, il y a eu beaucoup de pages de vente, c'est-à-dire qui ont essayé de se rattraper parce qu'il y a eu le confinement, etc. Donc, c'est ça, mais à travers une étude qualitative. Je n'ai pas des chiffres, malheureusement. D'accord. Et là, juste, je voulais dire quelque chose, c'est que tout le monde parle de post-Covid, mais en réel, on parle de post-lockdown, de confinement, post-confinement, mais pas post-Covid, parce qu'on vit encore dans la situation de Covid et de la pandémie, en fait. Alors, la situation de crise est encore là. Alors, on ne peut pas avoir des chiffres réels parce que nous sommes encore dans la situation de crise. Oui ou non? On va dire, donc, la vague 1, donc 2, 3, 4, la première avec le confinement, la deuxième sans confinement, etc. Donc, il y aura peut-être, Inch'Allah, une autre vague en septembre, on prédit ça, une autre en 2022, mais on doit s'adapter à cette situation. Les gens donc s'adaptent. Voilà, il y a eu ces changements vers l'achat en ligne pour éviter le magasin. Donc, on achète quelques produits en ligne, etc. Mais le Tunisien, il aime sortir, malheureusement, quelles que soient les contraintes. Donc, là, alors, maintenant, je cède la parole à nos intervenants. Y a-t-il des questions? Alors, je vois, il y a des questions de Madame Hamel. C'est bon, Madame Laila, elle a répondu déjà. Sinon, il y a des questions. Madame Laila, activez votre micro, s'il vous plaît. Voilà. S'il n'y a pas de questions, j'aimerais un peu rebondir sur ce qu'a dit Sikarim, qu'en fait, finalement, quelque part, si on prend le mot digitalisation de manière très large, quelque part, il y a deux aspects sur lesquels on va pouvoir travailler dans le but de faire progresser l'économie. La première, c'est de créer effectivement les secteurs basés sur du 4.0, etc. Donc, ces nouveaux métiers dont vous parliez. Et je pense qu'on a suffisamment de personnes et de jeunes qui ont la capacité intellectuelle et qu'on nous enlève parfois parce que justement, ils ont la capacité de développer tous ces nouveaux métiers. Et peut-être que ce serait tant au niveau universitaire de développer tout ce qui est enseignement par rapport à ces métiers, mais de proposer et de permettre la création de ces startups et de ces entreprises qui vont utiliser ça, même si c'est de la sous-traitance pour l'étranger, mais de garder ça chez nous et qui va faire une valeur ajoutée. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser. Ça, c'est le premier créneau qui est déjà de projeter dans l'avenir, de garder nos jeunes et puis de créer ces métiers que l'on peut garder chez nous et offrir à l'étranger. La deuxième partie, c'est d'amener quand même à faire un update de la place du digital de manière plus classique dans notre économie, parce qu'encore une fois, sur ce que je disais tout à l'heure, ça peut aller chercher effectivement nos entreprises qui ont des produits, parce qu'on va toujours manger, on va toujours se loger, on va toujours vouloir s'habiller, et cette économie va rester là, même si effectivement on va perdre des emplois au profit de robots, ce que l'on consomme tous les jours ne va pas changer. Et donc là, c'est la deuxième partie qui est un peu plus basée sur effectivement les data science. On va brasser large pour comprendre au mieux ce que les gens veulent, ne veulent pas et puis comment ils se comportent. Quand on regarde en général en marketing, on a un background d'anthropologue, de sociologue, de psychologue. Aujourd'hui, on va chercher des neuroscientists
parce que on essaie de comprendre de manière encore plus complexe ce qui se passe dans la tête des gens, vu toutes les possibilités qu'ils ont, d'essayer de comprendre ce cheminement. Et c'est pour ça qu'on parle de cette fameuse expérience client aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de choses qui viennent se greffer là-dessus. Donc, en tout cas, à mon avis, je vois une sorte de deux pôles sur lesquels il y a du travail à faire. Je veux dire, déjà, s'assurer de l'avenir dans tous ces métiers-là, qui peuvent nous servir aussi dans l'intégration du digital dans notre vie de tous les jours. Et puis, je finirai par dire que quand même, il y a des choses qui seront toujours irremplaçables parce que nous sommes des êtres humains et que la dimension humaine ne partira jamais, sauf qu'il faut essayer de trouver une bonne combinaison avec tous ces outils qui émergent et surtout pour la Tunisie de se faire une place, à mon avis. Et on a les capacités, il faut avoir les ressources et puis la mise en place justement d'initiatives pour capitaliser là-dessus. Merci, professeur Laila. Alors, Monsieur Kalim, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non, j'espère qu'on aura l'occasion de nous revoir pour updater parce qu'on est en pleine transformation. On essaie d'aider aussi l'État à réfléchir dans ces transformations. Et il faut absolument que les universités soient dans la même logique pour justement faire en sorte de préparer des profils des gens, des jeunes qui sont directement connectés avec les besoins des entreprises en Tunisie. Et je rejoins ce que vous venez de dire, Madame Leila, en Tunisie et à l'extérieur, connecter un peu le pays à ce qui se passe autour de nous et préparer justement des étudiants pour qu'ils soient prêts à faire face aux besoins de leur siècle. Exactement, exactement. Monsieur Fawzi. Oui, donc, cette période-là donc du Covid, quand même, elle a fait bouger les choses. Donc, ça a permis à beaucoup de gens de penser, de repenser le modèle donc de leur activité. Donc là, je retrace donc les résultats de l'enquête. Donc, il y a eu certainement les effets sur les achats. Avec quel type d'achat? Il y a divers achats. Il y a eu un effet sur le téléchargement des applications, plein d'applications, et particulièrement des applications de jeux, le gaming et le e-banking. Donc, il y a eu beaucoup donc, de téléchargement d'applications bancaires puisque les gens étaient obligés donc, de voir et de suivre donc, leur compte. Il y a eu l'effet sur le paiement de factures, comme j'ai dit, steak, poste, etc. Donc, il y a eu cela. Il y a eu aussi un bouleversement donc, dans l'administration tunisienne. Donc, il y a eu beaucoup de projets et de tentatives pour aller vers le e-administration. Donc, là aussi, bien sûr, au niveau de l'université, il y a eu ce bouleversement avec le e-learning, donc l'enseignement à distance, donc avec beaucoup de problèmes au niveau des enseignements, au niveau donc, des enseignants, au niveau des étudiants. Malheureusement, donc les plateformes et l'internet, le débit, tout ça, donc ça pose un tout petit peu de problème. Vous voyez, par exemple, actuellement cette semaine, et je pense que dans d'autres universités l'ont fait. Donc, on donne une semaine ouverte en présentiel. Vous voyez, en plus, pour les gens qui ont une on va dire, connexion de mauvaise qualité, pour rattraper un tout petit peu cet enseignement. Donc, on leur donne une chance, vous voyez, pour se rattraper. Donc, avant les éléments, donc, il y a eu bien sûr tout ce qui est streaming vidéo. Donc, ça, même au niveau international, donc le confinement, le Covid a eu des effets sur la vidéo et le streaming, donc avec Netflix, avec les plateformes donc autres. Voilà, globalement c'est ça, d'accord. Voilà, merci. Le micro. On parle de la digitalisation et j'oublie à chaque fois. En
tout cas, merci, professeur Fawzi. Peut-être la prochaine fois, on peut parler de Smart Destination ou bien les destinations intelligentes. On a vu des canaux Louvre et plusieurs destinations ont fait déjà des tours virtuels durant le lockdown ou bien le confinement. Alors que la Tunisie, malheureusement, elle fait pas ça. On peut faire plusieurs choses en utilisant le digital, en espérant qu'on arrivera. Un jour, on arrivera, Inch'Allah. Sinon, y a-t-il des autres questions, s'il vous plaît? Juste un mot, j'ai oublié une autre chose, donc les effets sur les formations. D'accord. Donc là, ça a déclenché cette vague de webinaires, c'est déjà bien. Parfait. Alors, monsieur Fawzi, s'il vous plaît. Bouger les choses. D'accord. Juste couper votre micro 2 minutes parce qu'on a déjà Dr Imen Zdili, enseignante avec nous. Alors, Dr Imen. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Imen Zdili, docteur en sciences de gestion, spécialité marketing et enseignante universitaire. Donc, tout d'abord, je tiens à féliciter Dr Naja Saaloui pour l'organisation de ce webinaire en collaboration avec l'Université Tunis Carthage. Je tiens aussi à remercier les invités d'avoir accepté cet échange scientifique dans professeur Fawzi Tril. Donc, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Donc, heureuse que vous soyez parmi nous aujourd'hui. Donc, Madame Laïla, Monsieur Kerim, merci pour cet échange. Voilà, donc, j'ai une question par rapport à la variable de confiance, hein, parce que c'est très important qu'il y aura de la confiance dans ces échanges, dans la digitalisation, etc. Comment il faut rassurer les Tunisiens pour que, parce que l'élément clé de la promotion de la digitalisation, c'est que les Tunisiens aient confiance dans cette expérience, dans cette technologie. Donc, comment rassurer les Tunisiens? Merci. Merci à vous, Dr Imen. Alors, qui va répondre? On va commencer par professeur Laïla ou bien monsieur Kevin. Oui, je peux y aller. Je pense qu'il y a différents aspects de confiance. Il y a soit la confiance de manière générale envers les entreprises chez qui on achète, donc d'un point de vue comportement consommateur, et puis un volet beaucoup plus large que je laisserai peut-être pour Sikarim, qui est effectivement toutes ces grosses machines derrière de cette digitalisation, on va dire, de cette transformation. Je pense qu'au niveau de la confiance, elle est très basée sur la transparence. En fait, je pense que la transparence est clé, comme je disais tout à l'heure, de savoir ce qu'on nous offre, de savoir comment c'est fait, de savoir quel est le prix juste, etc., va certainement aider parce qu'on a toujours fait des choses sans vouloir tout dire. Et je pense que la confiance elle se base essentiellement sur la transparence de l'offre, en fait, qui va permettre d'instaurer un climat favorable, en tout cas. Après, sur tout ce qui est beaucoup plus large en termes je dirais, de mise en place de réseaux, je sais qu'on ne saura jamais tout, puisque c'est des choses qui se passent à l'échelle mondiale. Je veux dire, on peut voir ce qui se passe au niveau de la bataille pour le 5G. Hein. Donc, ça, malheureusement, la confiance, on ne pourra jamais l'avoir à 100%. Mais si je prends au jour le jour, effectivement, sur ce qu'on essaye de bâtir pour aider l'économie, je pense que les entreprises se doivent, si elles veulent se faire une place, d'être claires, directes, et sincère avec le consommateur, et c'est le meilleur qui va l'emporter. Si vous faites les choses bien et comme il faut, je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on ne vous adopte pas. On n'a jamais vendu quelque chose qui était mauvais par défaut. Si c'est bon, si c'est bien, si c'est honnête, il n'y a jamais personne qui vous tournera le dos, je pense. Et donc, à partir du moment où on réfléchit profit au détriment du consommateur, c'est la sortie inévitable. Hein. Donc voilà, en tout cas pour ma part, rapidement par rapport à un comportement d'achat courant. Exactement. Alors, monsieur Kerim, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à la confiance? Il faudrait une autre conférence pour la confiance. Oui, certainement. Parce que on ne peut pas faire de transformation digitale sans penser à la cybersécurité.
sans penser à la souveraineté des données et sans penser à maîtriser. Moi, je tiens à rappeler que réellement et récemment en Tunisie, une banque s'est fait attaquer et ça fait un bon moment que il y a des données qui sont pas en place, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement et ça, c'est très dangereux. Moi, j'attire l'attention quand justement on parle de digital et d'économie, c'est que la cybersécurité, il faut la penser au moment du design des applications, ce n'est pas en la ramenant par la suite. Et donc, c'est pour ça que la cybersécurité fait partie de la transformation digitale au même titre que le marketing, que la consommation, etc. Donc moi, quand je dessine la transformation, je les mets sur deux piliers. Et le pilier de la cybersécurité est un pilier qui doit être pensé dès le départ. Et malheureusement, ce que vient de dire Madame Leila est très intéressant, puisque quand on va attaquer l'Internet des objets, et ça c'est une vraie révolution, hein, l'Internet des objets, les machines qui vont se connecter, parce que jusqu'à présent, on parle de web, on parle d'applications mobiles, mais on ne parle pas de machine to machine. On ne parle pas, on n'a encore pas, on ne sait pas ce que c'est réellement faire des voitures autonomes, des machines qui vont se connecter entre eux, et là, la souveraineté est un point important parce que si on n'a pas le contrôle de la cybersécurité, c'est que vraiment, c'est la souveraineté qui est remise en question. Donc, c'est vraiment un autre dossier. Et d'ailleurs, c'est un domaine, la cybersécurité, pour l'enseignement, où on a besoin de beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui en cybersécurité à travers le monde. Hein. Il y a besoin de 3 millions, je crois, d'ingénieurs de cybersécurité. Donc, la confiance, et d'ailleurs, on le voit dans la confiance en Tunisie, les gens ont peur de payer. Et les livraisons dans le commerce électronique, on l'a fait à la fin, quand on reçoit le produit, on paye cash. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance. Et ils ont raison. Je tiens à préciser qu'on n'a aucune compagnie d'assurance en Tunisie qui peut assurer une transaction et faire rembourser les pertes de data. Pas encore. Il y en a une qui a commencé d'ailleurs à faire sa publicité aujourd'hui et je l'encourage à le faire. On ne peut pas parler de transformation digitale ni d'aller dans le monde du digital si on n'a pas d'assurance, si on n'a pas de data, si on n'a pas de cybersécurité. Et c'est là le fond du problème. C'est là le fond du problème qui va faire que les gens, plus on a des gens certifiés, on a des agences de sécurité, ils vont de plus en plus faire confiance au paiement, faire confiance aux produits et faire confiance au flux. Et ça, c'est pas le consommateur. Hein. Je ne parle pas du consommateur ni de l'achat. Je parle du fond même de la transformation digitale. Exactement, Monsieur Kelly. Alors, nous avons tous déjà des smartphones, des laptops, etc. Mais le réel, ou bien le concept réel de la digitalisation est en cours d'exister. Alors, un dernier mot pour Monsieur Fawzi et Madame Laila et Monsieur Kelly. Professeur Fawzi, un dernier mot. Concernant la confiance, oui, la confiance est un pilier donc, de toute cette relation au niveau du digital, au niveau donc, du paiement, au niveau de la livraison, au niveau donc, de la qualité du produit, etc. Donc les parties prenantes donc, doivent se faire confiance. Aujourd'hui, par exemple, l'un des problèmes majeurs donc, de la digitalisation et du commerce électronique en Tunisie, c'est le paiement. Moi, dès les années 2000, j'avais réalisé donc des enquêtes sur le paiement par la carte bancaire. Il y a eu avec la monétique un problème de paiement. Les Tunisiens n'utilisaient pas la carte bancaire. Vous voyez, donc au niveau donc offline. Que dire dans le online? Vous voyez, et jusqu'à présent, Monsieur Fawzi, il y a un petit problème de connexion. Alors, entre-temps, Madame Leila.
Ça a coupé. Oui. Ah, ça va. D'accord. Je ne sais pas ce que. Donc, où est-ce que j'étais? Alors, le paiement avec la carte bancaire. En Tunisie, on a un problème avec le paiement avec la carte bancaire. Et les plateformes, vous voyez, comme j'ai dit, donc les plus importantes en Tunisie, donc on vous dit, voilà, à la livraison, vous payez en espèces, même pas ni chèque, ni carte. C'est vrai. Et là, c'est grave. L'autre fois, donc, il y avait un livreur avec une fourgonnette. Il avait, croyez-moi, un tas de billets. Je lui ai dit, mais faites attention, comment vous faites? Donc, vous voyez, donc il prenait, il est près de la boîte à vitesse. Mais ça Oui. va pas. Donc, là, j'ai pas la monnaie. Est-ce que vous avez un milliard, etc., etc. Voilà. J'ai eu une expérience avec ça. Donc, j'ai dû monter avec lui, avec sa fourgonnette, pour aller presque à 1 kilomètre pour chercher de l'espèce. Vous voyez, il y a ces problèmes-là, puisqu'on ne paye pas avec la carte en Tunisie. Et là, il faut travailler dans ce sens pour donc ce qu'on appelle l'anxiété technologique, le risque, la cybersécurité. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de campagnes de communication, de sensibilisation pour encourager. Deuxième problème, c'est le paiement international. En Tunisie, on n'a pas. On ne peut rien faire. C'est le paiement local et en espèces. Vous imaginez. Donc, le e-commerce en Tunisie, on vous dit, le paiement, c'est l'espèce. Même pas ni carte, ni chèque, etc. Donc, ça, c'est un grand problème. Merci, professeur Fawzi. Alors, professeur Laila, la mauvaise expérience, c'est un facteur quand même de confiance, non? Absolument, absolument. La mauvaise expérience, c'est le plus grand influenceur finalement de votre décision d'acheter ou de ne pas acheter. Mais je pense qu'effectivement, d'un point de vue digital, comme je vous ai montré tout à l'heure, le nombre de personnes qui ont un compte en banque et le nombre de personnes qui ont une carte de crédit, on est encore très loin. Donc, il y a des étapes qu'on ne va pas pouvoir brûler parce qu'il faut déjà que le système soit un peu plus flexible à pouvoir accorder des comptes en banque, à pouvoir accorder des cartes. Alors, c'est une situation économique aussi par rapport à l'emploi, au pouvoir d'achat, etc. Mais qui fait que, effectivement, la seule façon du online d'avoir pu être présent, c'est de faire comme Jumia au niveau de toute la partie sud-africaine, c'est au moins de permettre l'achat en ligne et un paiement à livraison. Le Tunisien veut voir ce qu'il achète. Et donc, à la fin, un petit élément de confiance, et je pense que c'est Funashop qui le fait, quand on vous livre, si vous n'êtes pas content, vous devez être capable de rendre votre marchandise. Donc, il y a aussi une honnêteté qu'on attend de la part du client parce qu'on a un peu tendance à être trop exigeant par rapport à ce qu'on a décidé d'acheter. Donc, je pense que d'un côté, juste pour finir, il y a des étapes qu'on ne peut pas brûler, malheureusement, avoir un compte en banque. Et je pense que la première étape, c'est de permettre aux gens de payer leurs factures en ligne. La première des choses, je pense que c'est quelque chose qui est relativement facile, qui leur permet de gagner du temps, qui va être la même somme, etc. Mais par contre, de leur donner en contrepartie l'assurance que le système qui est derrière fonctionne bien. Parce qu'effectivement, il y a toujours des brèches, il y a toujours des malfonctionnements qui peuvent arriver. Et puis, comme disait Sikarim, l'assurance que si, je ne sais pas moi, une transaction a mal tourné, que quelqu'un, si vous êtes honnête, peut vérifier et renverser la chose, vous appelez votre carte et puis on voit que ça n'est pas vous qui l'avez faite ou vous êtes trompé. Donc, il y a beaucoup d'éléments au niveau de la structure logistique derrière avec la cybersécurité aussi, hein. Mais c'est des habitudes qui vont changer. Quand vous prenez, quand on fait des enquêtes en Tunisie, jusqu'à maintenant, le Tunisien ne veut pas donner son salaire. Sa tranche de salaire dans une enquête, quand on veut faire une analyse par élément démographique, tout ce qui touche encore ces éléments-là reste un peu, on va dire, suspicieux, mais on avance. Et vraiment, pour finir, je pense que c'est la nouvelle génération qui pense différemment, qui est beaucoup plus tech-savvy, qui manipule beaucoup et qui a donc moins d'appréhension, je pense, sur laquelle il va falloir jouer. Vous n'avez pas de son, le micro?
Merci, professeur Laila. Alors, merci, professeur Fawzi, merci, monsieur Karim. Je pense que nous avons terminé déjà. Merci tout le monde. J'étais honorée par votre présence. Alors, merci beaucoup pour votre collaboration. Et à la prochaine, Inch'Allah, avec un nouveau sujet. Puisqu'on a déjà déclaré des tentatives. Des nouveaux thèmes. Exactement. Alors, soyez prudents et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. À bientôt. Merci, à très bientôt. Merci.